Bonjour à tous, bienvenue dans Racing Channel numéro 45, qui dit émission de décembre, dit émission de fin d'année et de fin de saison sportive automobile. Mais rassurez-vous, nous avons encore plein de choses intéressantes à vous proposer, dont une séquence littérature automobile qui fera d'ailleurs l'objet d'un concours en fin d'émission. Allez, on démarre tout de suite avec les 6 heures de Courtrai. Cette épreuve remise sur pied il y a quelques années avait attiré tout le gratin des rallymen ouest-flandriens. La recette est toujours la même, avec un parcours extrêmement rapide dans cette région, plus de la boue, beaucoup de boue, ce qui a engendré des figures improvisées et parfois non désirées. Les images sont hyper spectaculaires, elles sont signées KM Rally Vidéo, Full Throttle et G Photographie. On part tout de suite en direction de Courtrai, c'est parti! Alors si vous êtes amateur de sport auto comme moi, je vous conseille de suivre Racing Channel. Si le championnat de Belgique des rallyes s'est clôturé il y a 2 semaines, en championnat VAS par contre, il restait encore une épreuve à parcourir, les 6 heures de Courtrai. Une 26e édition à nouveau remarquée par la qualité de son plateau, avec la présence du vainqueur 2017 Vincent Verschuren, venu ici pour revendiquer à nouveau la victoire. Après la première spéciale d'ouverture, qui avait eu lieu la veille, c'est sans surprise Vincent Verschuren qui débute les 13 spéciales de ce rallye en qualité de leader, avec un avantage de 26 secondes sur la WRC du champion historique BRC 2018, Paul Liétard, et prend également 30 secondes sur la R5 de Patrick Sneyers, qui à cette occasion avait délaissé la Porsche 997 au profit d'une Skoda Fabia. Une journée de course rendue difficile par une météo sobre et pluvieuse. Mais cela n'étonne pas Vincent Verschuren qui continue d'attaquer sur ses routes glissantes et boueuses et de creuser l'écart sur ses adversaires. Il se retrouve ainsi à mi-parcours après cette spéciale, seul en tête avec un avantage d'1 minute 3 sur Patrick Sneyers qui semble lui tirer à juste profit la valeur de sa Skoda Fabia R5. Quant à Paul Liétard, il connaît quelques soucis avec sa Fabia WRC et clôture ainsi après cette spéciale le top 5, 8 secondes derrière la Fabia R5 de Melissa de Bakkerud. Davy Venest, lui, ne peut rien lâcher de sa 3e place, puisqu'il sent arriver le souffle de Melissa de Bakkerud, revenu à un peu plus d'1 seconde. Derrière les 5 premiers rangs, le peloton de chasse est emmené par la DS3 WRC de Didier Ducan à seulement 1 seconde de la 5e place. Il dévance ainsi également la Fabia R5 de Robin Maas et la Porsche 997 de Andy Lefebvre. Le top 10 à mi-course est lui complété par le Mitsubishi Evo 9 de Van Hoof, derrière la Ford Fiesta R5 du régional Tur van den Abel. Dans les 7 derniers chronos, Vincent Verschuren signe à nouveau 5 meilleurs temps, laissant celui de la spéciale 9 à Patrick Sneyers et celui du 3e passage d'Oalbeck à la DS3 WRC de Didier Ducan. Chose dite, chose faite pour Vincent Verschuren, puisqu'il remporte pour la 4e fois la victoire des 6 heures de Courtrai, également la dernière épreuve du championnat VAS. Il s'impose ainsi avec plus d'1 minute 20 sur la Fabia R5 de Patrick Sneyers, satisfait lui de sa 2e place. Quant à Davy Venest, il aura tenu bon à la pression de Melissa de Bakkerud en arrachant cette 3e place pour seulement 1 seconde. Derrière la 4e place de Melissa de Bakkerud, Paul Liétard sur la Fabia WRC et après quelques soucis clôture lui le top 5 final, mais à plus de 2 minutes du vainqueur. Il devance néanmoins de 46 secondes la Fabia R5 de Robin Maas. Suivent alors la DS3 WRC de Didier Ducan et la Porsche 997 de Andy Lefebvre. Quant à Van Hoof, il ferme le top 10 derrière une autre Evo, celle de Barbier.
Voilà, c'est donc sur la solide victoire de Vincent Verschuren, sa 4e ici aux 6 heures de Courtrai, que se clôture la dernière épreuve du championnat VAS. C'est à l'occasion de la foire du livre de Mons qu'a eu lieu la présentation du roman Un volant et des dentelles. Une première mondiale puisque ce roman policier a la particularité que l'histoire se passe dans le milieu de la Formule 1, plus particulièrement les débuts du championnat dans les années 1950. Racing Technique et avec la complicité de Full Throttle a rencontré l'auteur Marie Lambiliotte pour vous. Écoutez bien cette interview car elle fera l'objet d'un concours en fin d'émission. Regardez. Vous l'écoutez ? Marie, un volant et des dentelles. Comment t'es venue l'idée d'écrire pour le sport automobile? Mais je travaille avec Christian Lahaye, qui est le commentateur vedette, on va dire ça comme ça, de Francorchamps. Et puis, je travaillais avec lui sur des capsules pour Classic 21 quand on a fait les Racing Memories. Et pendant ce temps-là, Marianne Villota est décédée. Et là, je me suis posé la question de la place de la femme dans le monde automobile. Et puis ça a cogité, mon imaginaire a fait le reste. Et de quoi parle dans les grandes lignes ton bouquin Un volant et des dentelles? C'est un roman policier. Alors, on est dans les années 50. C'est la première année du championnat F1, qui est beaucoup plus jeune qu'on ne l'imagine. Et il y a une écurie italienne qui s'appelle Colodia qui a décidé de participer. Mais ils ont loupé la première année et ils vont entamer la deuxième avec une Maserati qu'ils ont acquis. Il y a une Alfetta 144 aussi. Et puis au fur et à mesure, tous les préparatifs vont se faire. On va recruter un ingénieur très particulier et il y a une gamine dans la famille. C'est une famille italienne, ce sont des princes. Et la gamine a décidé d'être pilote. Donc il va y avoir des sentiments très, très exacerbés, des émotions énormes, jusqu'au moment où l'ingénieur va être assassiné. Et alors on a toute la recherche évidemment du comment, pourquoi lui, pourquoi pas un autre, qui a fait le coup, etc. Voilà. Sans vouloir nous dire ce qui se passe dans le livre, puisqu'il faut laisser le suspense pour les lecteurs, qu'est-ce qui t'a amené à écrire sur le sport automobile? J'aime le sport automobile. Je n'aime pas tout, mais j'aime la F1. J'aime la F1 ancienne et j'aime l'histoire. Donc combiner les années 50 avec la F1, pour moi c'était le rêve évidemment. C'était vraiment le moment idéal puisque tout était à inventer à ce moment-là. Il y a les plus grands champions qui étaient là, même si Hamilton et d'autres maintenant, mais c'est quand même la base de l'histoire de la F1. Donc oui, c'est vraiment ça qui m'a poussé à positionner l'histoire dans cette période-là. C'est le fait que j'adore l'histoire et que j'aime la F1. Est-ce qu'un passionné d'automobile qui n'est pas forcément passionné par la lecture va trouver du plaisir dans ton livre? Ben, je l'espère parce que bon, j'ai fait des recherches, évidemment. J'ai positionné le meurtre dans l'ancien circuit de Francorchamps. On va se balader dans d'anciens circuits comme Chimay où il y avait de la F1 mais hors championnat. On va aller à Pescara. On va faire une mini incursion à Monza. Donc quelqu'un qui aime la F1, qui aime le sport automobile. Et puis je décris quand même une partie technique des voitures puisque l'ingénieur travaille à mettre les palettes au volant de la Maserati et à modifier évidemment certaines données du moteur. On va un peu quitter le monde de l'écriture pour un peu se concentrer sur Marie Lambiliotte elle-même. Alors Marie, qu'est-ce qui t'a amené dans le sport automobile? Christian Lahaye, simplement. À la fin de mes études de communication, on s'est rencontrés et puis lui m'a dit « Écoute, j'ai besoin de quelqu'un pour me donner un coup de main parce que j'ai un volume de travail énorme. » Et voilà, comme ça a commencé en fait. Et comme j'aimais la F1, que mon fils a participé à du DTM, mais j'avais déjà un pied quelque part dedans et je me suis prise au jeu. Est-ce qu'on peut déjà dire qu'il y a un deuxième qui est en préparation? Oui, bien sûr, puisque je l'ai déposé chez mon éditrice.
Et là, on va partir sur une saga, une double saga familiale, une saga d'une famille d'un pilote et une famille d'un journaliste type tabloïd. Donc là, j'ai vraiment pris comme base pour décrire ces personnages le rapport de James Hunt avec le journaliste qui avait agressé verbalement Niki Lauda quand il avait repris sa course après son accident. Donc je me suis dit oui, il y a des journalistes qui vont vraiment un peu trop loin. Et alors on va suivre ces deux familles-là à partir de la catastrophe du Mans 1955. Cap maintenant sur Ypres pour le Ypres Regularity Rally, cette épreuve mise sur pied par Superstage, l'organisateur du rallye d'Ypres moderne, revisité quelques tronçons autrefois utilisés lors des 12 heures devenues 24 heures d'Ypres. Cette épreuve avait attiré tous les cadres de la régularité en Belgique, une épreuve longue et difficile appelée à devenir un grand classique. Mais la conclusion, c'est qu'à la fin, que ce soit au nord ou au sud du pays, ce sont toujours les mêmes qui gagnent. Les images sont signées Superstage Stop & Go Vidéo, Cam Rally Vidéo, G Photographie. Nous partons pour la Cité des Chats. Pour une première édition, on peut affirmer que ce Ypres Regularity Rally a été une réussite. En confiant la partie sportive aux frères Björn et Jens Van Overskelde, l'équipe organisatrice a prouvé une nouvelle fois sa capacité à prendre en charge des épreuves d'envergure. Chose exceptionnelle en régularité, un shakedown est organisé avant le départ pour permettre aux concurrents de peaufiner leur étalonnage et se mettre dans le bain. Derrière les halles, la Sint Maarten se remplit de voitures et a ravivé quelques souvenirs aux observateurs. Comme à la grande époque des 24 heures d'Ypres, le parc fermé était situé sur cette place. Le découpage de l'épreuve s'est calqué sur l'édition de l'année 1993 où le parcours sortait largement de la région yproise pour s'étendre jusqu'à Braine-le-Comte. Rappelons qu'en 1993, Ypres était candidat à l'organisation d'une manche du championnat du monde des rallyes. Tous les ingrédients étaient en place pour revivre une course haute en émotion. Les spéciales du vendredi, sur des routes étroites, sinueuses et glissantes, feront déjà un premier tri. C'est l'équipage Yves de Flandre, Yves Nolanders, qui rentre en premier leader ce vendredi soir avec une avance de plus de 10 secondes sur la petite R5 de Pirot Monard. Une bonne seconde derrière, l'équipage Antoine Peters complète ce podium provisoire. De Clercq-Pic et Christophe Berthelot Stéphanie Want complètent ce top 5 de la première journée. Après une bonne nuit, les concurrents partent pour une longue liaison avant de rejoindre la première RT du jour dans le Tournaisis. Au terme de ces 10 RT du samedi, ce sont toujours les deux Yves, de Flandre et Nolanders, qui occupent le haut du classement. Ce qui n'était pas gagné d'avance puisqu'ils ont été coincés derrière un tracteur en cours d'après-midi à Steenkerk et risquaient de perdre leur leadership. Heureusement pour eux, le système des 3 jokers permet d'annuler ce type d'aléas. Derrière, l'équipage Pirot Monard sont toujours dans leur sillage. Suite à une erreur dans l'après-midi, Antoine perd sa place sur le podium et Christophe Berthelot, auteur d'une belle remontée, s'empare de la place ainsi laissée par Antoine. Autre belle remontée, celle de l'équipage Olvoet Albert qui se classe 4e après ses RT du samedi. Jochen Klaarhout, épaulé en dernière minute par Anton Dupont, intègre enfin ce top 5 provisoire. Après une courte nuit, le jour n'étant quant à lui pas encore levé, les concurrents partent pour la première RT du dimanche. Early Bird, entre Ypres et Dixmude, le long des canaux, le dernier parcours nocturne qui se voulait très sélectif sur 24 km. Dominique Olvoet n'y participera pas, puisque sa Celica a refusé de démarrer du parc fermé le matin. Il est contraint à l'abandon. C'est finalement Christophe Berthelot, épaulé par Stéphanie Want, qui auront été les meilleurs sur ce tronçon sélectif, devançant De Flandre, Gitzel, Pirot. La deuxième RT de cette dernière journée est courte, mais difficile sur les pavés de Maison, rendu particulièrement glissant par la pluie matinale. La présence de nombreux spectateurs pousse certains à faire le show et à avoir quelques difficultés à s'arrêter pour le stop and go.
c'est Éric Pirot qui remporte l'exercice avec un chrono de 53 secondes 9, alors que le target est fixé à 40 secondes. Cette différence montre à quel point les pavés glissants ont entravé la motricité et la maîtrise du cap. Dans Watou, Yves de Flandre creuse encore un peu l'écart par rapport à Berthelot, qui lui-même s'était fait ravir la deuxième place par Éric Pirot dans Maison. Tout aurait encore pu basculer dans la dernière RT au Lebé. Yves de Flandre commet une petite erreur et heurte un poteau. Il doit y laisser une quinzaine de secondes. Mais il lui reste son dernier joker pour lui sauver la mise et ainsi remporter cette dernière édition du Ypres Rally Regularity. Éric Pirot n'arrive pas à contenir la remontée de la Porsche de Berthelot qui lui reprend ici la deuxième place finale, reléguant la petite R5 victorieuse en classe 2 sur la dernière marche du podium. On rêvait de gagner la première édition et donc on l'a fait tout juste, mais ça a été le suspense jusqu'à la dernière spéciale. Mais voilà, on a fait le travail et on a gagné, c'était notre souhait le plus vif. Jochen Claraut échoue de peu au volant de sa convoitée Lancia Stratos. Il est le premier pilote de rallye de ce classement. La Ford Anglia d'Alexandre Delay et Benoît de Flandre clôture ce top 5 et remporte la classe 1. Sixième de ce classement général, Florent Hontoire et Alexandre Peters devancent la Porsche de Daniel Reuter et la Ford de Johnny Delay respectivement 7e et 8e. À la 9e place, on trouve la première voiture fabriquée en Belgique, la pale coupée de l'équipage Van Mortel Goris. Enfin, ce top 10 est clôturé par les frères de Jager qui remportent tout de même la classe 4. Vraiment une très très belle organisation, des belles routes. La météo a rendu les routes assez glissantes et donc c'était vraiment très très amusant. On peut maintenant affirmer que ce Ypres Regularity Rally est une réussite. Autant les concurrents que les spectateurs en sont rentrés enchantés. Des spéciales aux noms et tracés mythiques, Bouzingue, Maison, Ollebeek, Popperingue, et puis ce parc fermé sur la place Sainte-Martine. Que de souvenirs. Superstage, le club organisateur, a réussi en une édition à intégrer le club très fermé des épreuves incontournables. Cette émission est terminée, mais voici venu le moment de la question du concours qui vous permettra de remporter un exemplaire du livre Un volant et des dentelles, livre dédicacé par l'auteur Marie Lambilotte. Écoutez bien, en quelle année se déroule l'action d'un volant et des dentelles? Vos réponses doivent nous parvenir à concours@racingchannel.be. Je répète, concours@racingchannel.be. Cette émission est donc terminée, comme je vous le disais, mais rassurez-vous, on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles aventures automobiles, non pas le mois prochain, mais en février, où l'actualité sera déjà extrêmement copieuse. D'ici là, vous pouvez nous revoir sur notre page Facebook ou sur notre site www.racingchannel.be. L'adresse est toujours au bas de votre écran. D'ici là, portez-vous bien, passez de joyeuses fêtes. À l'année prochaine. Bye bye.